Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ce soir, on est en direct dans la tournée Spark 360 avec Denis Tribodo, qui est un expert en survie. Ça va être un direct magnifique. Il est expert en survie, il est auteur, il anime des stages aux quatre coins du monde. Ça va être juste magnifique. Il va nous partager son histoire inspirante. Comment il a fait aujourd'hui pour en arriver là, ça va juste être incroyable. Donc je vais inviter Denis, voir s'il est là parmi nous. Donc Denis, je vais t'envoyer une invitation. Si jamais tu la reçois, tu as juste à accepter la petite invitation. Donc on est en direct ce soir de Tenerife avec Denis Tribodo qui est expert en survie. Ça va être juste magnifique. Il va pouvoir nous partager son histoire incroyable. Ça fait plus de 20 ans qu'il est passionné de stage en survie. Il accompagne des groupes, il anime. Salut Denis, si tu es par là, si tu te connectes. Donc les amis, on se connecte de Tenerife. Alors, là, des fois, il me faut appuyer plusieurs fois. Alors, accepter. Accepter. Ah, ça y est. Salut Denis, Oui, est-ce que tu bonjour. m'entends? Est-ce que tu me vois déjà? Oui, très bien, impeccable. Ok, magnifique. Alors, on se connecte. Donc, merci à toi, Denis, d'être avec nous en direct ce soir. Vraiment, ça me fait grand plaisir. Mais on s'est appelé un petit peu juste avant. Mhm. Donc, Denis, toi, tu es expert en tout ce qui est survie. Oui. Tu me disais, tu as toujours été passionné de ça, que tu as fait 1000 cabanes quand tu étais petit et qu'aujourd'hui, ben, tu te balades à l'autre bout du monde, que tu amènes des gens incroyables avec toi, leur Mhm. fais vivre des expériences aussi exceptionnelles. Tu les apprends justement à survivre avec peu. Mhm. Et déjà, un grand merci à toi de ton temps. Ben, écoute, je vais te laisser te présenter, nous dire un peu plus qui tu es, qu'est-ce que tu fais pour les gens qui vont nous rejoindre, qui vont regarder ce direct. Alors, ben, moi, c'est Tribodo, Denis Tribodo. J'organise des stages de survie depuis presque 20 ans maintenant, 18 ans. On a fait, moi et mon équipe, plus de 1000. Attends, le dernier comptage exact, c'est 1022 stages de survie. Alors, ça va du week-end en Dordogne à l'autre bout du monde, de 8 jours dans un désert ou dans une jungle. Là, je reviens de la forêt amazonienne. J'étais du côté équatorien encore il y a une semaine. Et depuis, ben, je suis un pantouflard. Je suis un bon petit bourgeois dans une maison à Mérignac. Et puis, je gère, on va dire, les inscriptions et le planning pour l'année prochaine jusqu'à repartir bientôt à l'étranger pour aller repérer avec des clients. Voilà, ma vie, c'est un peu du nomadisme. Et puis, ben, j'en profite pour amener des stagiaires avec moi, leur apprendre à survivre en milieu naturel, leur montrer la nature autrement. Et tout compte fait, ben, quand ils voient le monde autrement, la nature autrement, ils n'ont pas peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Ce qu'ils ne connaissent pas devient une richesse. Et puis, ben, ils finissent par s'enrichir eux aussi et ils apprennent à se connaître eux-mêmes. Ben, ça, c'est bon, ça. Il faudrait que je l'écrive, ça. Ouais, j'ai écrit une dizaine, 10-12 bouquins aussi sur la survie et les problématiques de la survie, s'orienter, manger, s'abriter, faire du feu, etc., etc. Et puis pour finir avec ma présentation, je, ouais, je m'éclate toujours autant à faire connaître notre belle planète. Et puis plus on Mhm. en sait, plus on comprend qu'on en sait moins, quoi, en définitive. Et c'est un puissant fond la survie parce que faut des savoirs transversaux. Voilà. Ah, magnifique, excellent. On va revenir sur tout ce que tu nous as partagé. Vraiment, c'est incroyable. On a envie de partir direct avec toi. Moi, je suis chaud. Je vais venir très bientôt, ça c'est sûr. Et avec notre équipe de Spartiate, on va venir aussi là, en mode survie, se plonger. Est-ce que vous nous entendez bien, les amis? J'ai vu un message que vous nous entendez pas. Est-ce que vous nous entendez bien? Vous nous voyez bien déjà? Donc, Denis, déjà, félicitations à toi pour tout ce que tu fais, tout ce que tu permets aux gens de voir, de faire. On va rentrer un peu dans les détails. Et qu'est-ce qui t'a donné, toi? Parce que c'est comme, du jour au lendemain, on ne se dit pas, je vais organiser des stages en survie. Mhm. Comment tu es venu par rapport à ça? Alors, moi, je ne savais même pas que c'était un métier. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. J'ai toujours fait des cabanes, j'ai toujours fait des arcs et des flèches, j'ai toujours tiré au lance-pierre quand j'étais petit, j'ai toujours baroudé avec mon sac à dos, j'ai fait le tour de l'Europe à pied comme un clochard pendant un an. Tu n'étais même pas né, hein, c'était en 90, le mur de Berlin venait de tomber depuis un an. Et j'ai voulu aller voir de l'autre côté du mur ce qui se passait, puis je me suis retrouvé en Roumanie, en Pologne, en Yougoslavie à l'époque. Enfin bon, ça a duré un an, puis après, je suis rentré chez moi.
J'ai fait mon petit Into the Wild à moi, quoi. Mais je ne savais pas que être baroudeur, savoir se débrouiller à peu près dans n'importe quelle circonstance, sans avoir les bons outils, on pouvait enseigner ça ou au moins faire passer cette expérience-là et gagner sa vie avec ça. Donc, tout compte fait, c'est plein de petites choses qui se sont accumulées durant ma vie qui ont fait qu'à la fin, à 37, 38 ans, ça a fait spécialiste de la survie. Mais en réalité, il y a eu un déclic à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, c'était un soir de déprime. Enfin, je m'en rappelle très bien d'ailleurs. Je vais dans un bar, je bois une bière, deux bières, je sympathise avec mon voisin, on boit trois bières, quatre bières, je raconte ma vie, j'étais un peu au fond du trou, les clients payaient pas bien, j'étais designer, c'était un peu dur, je devais sûrement m'être disputé avec ma femme, je sais plus, je me rappelle plus trop. Bon, on boit une autre bière de plus, et puis attention, à un moment donné, ça fait un peu comme ça. Et puis, je déprimais, mais il me dit, mais tu sais faire du feu, tu as des bois en Dordogne, tu as baroudé dans le monde entier, etc. Mais pourquoi tu ne fais pas des stages de survie? Putain, ça m'a fait tilt, quoi. Mais en réalité, c'est un parcours de vie qui a fait que ça a basculé à un moment donné. Et le lendemain, ma femme, qui était graphiste, a fait un petit site internet avec 3 dates en Dordogne, chez nous. Et puis, bing, ça a marché. Les clients étaient là au rendez-vous, quoi. À l'époque, je précise, il n'y avait aucune émission de survie, à part koh, si on peut assimiler koh à de la survie. Mais c'est un jeu de stratégie qui est très dur, hein. Je connais plein de gagnants de koh. Ma meilleure amie a gagné koh en 2008. C'est un truc impitoyable. Ça révèle le mauvais côté des gens. Et pour gagner koh il faut vraiment en avoir dans la cafetière et dans les jambes aussi, hein. Mais pour moi, c'est pas de la survie. Voilà. Mais à cette époque-là, il n'y avait que ça qui existait. Donc, on va dire, j'ai été l'un des premiers, voire le premier, à vivre de ça, de ce métier-là. C'est-à-dire spécialiste de la survie pour les civils, parce que ça existe pour les militaires, mais ça n'a rien à voir aussi en France. Voilà. Et on est passé de 6 stages la première année à plus de 130 les années normales. Parce que là, depuis 2 saisons, il y a un truc bizarre dans l'air qui fait que c'est un peu chamboulé, surtout les stages de la survie. Ah, 130 stages, c'est beau, c'est magnifique. Alors, je ne suis pas tout seul à faire ça. Moi, j'en ai encadré plus de 500 à moi tout seul. Puis après, j'ai formé une équipe d'une bonne quinzaine de personnes qui ont tous la même philosophie que moi, qui abordent la survie de la même façon. C'est le voyage, l'aventure. Et puis, si on est perdu, si on n'a pas été prudent avant, il nous manque du matos. Comment on fait sans ce matériel-là? Et il y a toujours des solutions qui sont moins pratiques qu'un briquet pour faire du feu, mais on y arrive toujours. Mais c'est moins pratique, mais on y arrive toujours. Mais c'est moins pratique, mais on y arrive toujours. Voilà. Et voilà, et les autres, on fait aussi 500 stages à eux tous, et puis mon bras droit, on a fait plus de 200. Enfin voilà, j'ai une petite équipe là qui sont plus jeunes que moi et qui sont formidables. J'aurais voulu avoir leur expérience à leur âge déjà. Non. Incroyable, magnifique, ce que tu fais, ce que vous faites, et on va y venir en profondeur, justement, tout ce que ça apporte, pourquoi les gens viennent, etc. On en parlait un petit peu brièvement. Ce que je voulais te demander, c'est, donc aujourd'hui, Denis, t'as quel âge, toi? 27, je sais plus si c'est 27 ou 28. Maintenant, 52. 52. Je te demande ça pour, ouais, ça fait presque 20 ans que tu fais ça. Ouais, ça presque, fait ouais. presque 20 ans que tu fais le stage. La question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui fait que 20 ans après, tu as encore envie d'aller faire des stages, encore envie de te mettre en galère? Ouais, moi, ce qui fait le sel, ce qui me donne envie de me lever le matin, j'ai mal partout, hein. J'ai plus de genoux, j'ai mal au dos, j'ai des boutons partout qui me grattent depuis une semaine, là, surtout sur les fesses, là, le soir. Bon, voilà, il y a plein d'inconvénients à ce métier-là, mais ce qui me fait lever, c'est de connaître des gens et de leur faire vivre des sensations, de leur faire connaître des coins incroyables. Sans moi, ils n'auraient jamais connu ces coins-là, ils n'auraient jamais connu les gens avec qui je les mets en relation. Là, c'est tout neuf dans ma tête. Je reviens d'Équateur. Vous verrez sur une carte, il y a la forêt amazonienne équatorienne est dingue. Il y a une grande ville qui s'appelle Coca. Moi, je vais à 4 heures de Coca en pirogue et tout, là où le monde connu s'arrête. Et de l'autre côté de la rivière, il y a des peuples non contactés, tu vois. Donc, je vais au bout du bout et j'ai amené 12 clients là-bas. Et c'était encore plus fort, c'est que eux, ils m'ont fait un gros chèque et ils ne savaient pas où je les amenais. Confiance absolue.
Ouais, ça s'appelle le Terra Incognita. J'ai inventé ça avant en Terre Inconnue à la télé, mais bon. Et ils me font un gros chèque et je les amène où je veux. Voilà, on leur achète leur billet d'avion, ils se jettent dans le vide avec moi. Alors moi, c'est pas trop le vide parce que j'ai été repéré, mais eux, respect total. Je ferai pas, je ferai jamais en tant que client un Terra Incognita, parce que je sais pas comment ils font, mais ils ont confiance. Allez hop, ils viennent avec moi. Donc, leur faire vivre ces sensations-là, je les ai fait rentrer en contact avec la communauté Quichua qui vit là-bas, dans la jungle, qui connaissent bien les Guaranis, qui sont non contactés et qui veulent pas l'être. Et il faut pas être en contact avec ces Guaranis-là parce que bah, tout de suite, c'est la lance et puis et bah, ils attaquent, quoi. Voilà, on a pêché le piranhas, on a capturé un anaconda qu'on a relâché, des tortues grosses comme ça qu'on a chopé. J'ai même ramené un crâne de tapir, un crâne de paresseux qui a été mangé par un jaguar. On a vu les traces. Enfin, tu vois, toutes ces expériences-là, ben, les gens, ils te serrent la main à la fin et te disent merci, ils ont les larmes aux yeux. Bon, ben, je dis, c'est gagné. Enfin, voilà, j'aurais fait vraiment remonter ce qui leur est le plus cher au fin fond de leur être. Et j'essaie de véhiculer des belles valeurs humanistes comme ça. Et puis, ben, ouais, moi, je pleure à chaque stage, hein, parce Euh, que c'est le côté humain, quoi, qui fait que je tiens le coup. Et que même si on s'est mangé des morsures de petits insectes, même si on a mangé 3 bouts de poisson par jour, bouillis sans sel, même s'il a plu, il y a eu des orages, il y a eu des tarentules qui sont tombées sur les bâches, etc. Voilà, il y a eu plein d'inconvénients. Il y a même des gens qui ont été à la limite de craquer parce que c'était trop dur, ils n'en pouvaient plus, la jungle, on ne voit pas le ciel bleu, c'est assez étouffant. On a besoin de grands espaces, on devient un peu claustro dans de la jungle primaire comme ça. Et ben, ils ont tenu jusqu'au bout, et à la fin, la victoire est encore plus belle. Tu as connu ça en tant que sportif. Hein, des fois, on en bave, on en prend des taquets. Hein. Moi, j'ai beaucoup de similitudes avec mon sport, qui était le handball, avec le rugby. Ça tape dur des fois. Hein. Et on se prend des shoots. Hein. Presque même plus au handball qu'au rugby, même. Parce qu'au rugby, on est ouvert comme ça. Tu vois, on a le bras comme ça, on est en extension. Au rugby, tu peux te recroqueviller un peu. Mais enfin bon, contre un bus qui arrive lancé à 230 kilos, j'aurais pas fait long feu non plus sur un terrain de rugby. Mais... Bon, j'ai pas fait long ouais, feu sur un terrain de handball. Mais malgré tout, on est au taquet tout le match. Et puis au dernier moment, à la dernière seconde, c'est on ça. plante un but et on gagne. Bah voilà, c'est ça les plus belles victoires. Donc c'est ce que je fais avec mes stagiaires maintenant. Tu vois. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est vrai que je retrouve beaucoup de gens qui ont lancé quelque chose Mm. et qui partagent ces valeurs-là humaines du sport, de ce collectif. Mm. C'est tellement indispensable. Aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui reprennent Ah ces ouais. valeurs-là aussi. De rugby, des fois, il y a des entreprises qui sont basées que sur ça, en fait. Sur le Ouais. même état d'esprit, les mêmes Mm. valeurs, etc. Aujourd'hui, tu ne peux pas construire quoi que ce soit de significatif seul. Certes, Mm. tu peux être celui qui va lancer la chose, mais comme tu l'as dit, Ouais. tu as aussi des équipes, etc. À un moment donné, si tu veux te développer, tu as besoin des autres. Et Ouais. si on croit que seul on fait tout, non. C'est ensemble, c'est grâce aux autres. Et je suis sûr que toi, tu leur donnes énormément, mais ce qui te donnent tes clients, c'est Ouais. gratuitement, tu le ferais en fait. Parce que c'est ce qu'ils te donnent, Faut pas ça leur te dire nourrit. ça, faut pas leur dire. Je sais, mais, mais c'est Non, tellement nourrissant que et, c'est et du coup, incroyable. il y a pas photo, quoi. C'est, on part en stage sans nourriture, sans feu. Des fois, ça dépend des stages, sans eau potable. Il n'y a pas photo si tu veux avoir chaud, si tu veux manger, si tu veux boire, si tu veux t'abriter, bah, faut s'y mettre au taf, quoi. Et Mmh, la nature, elle triche pas. Tu peux pas avoir tout à fait. d'excuses. Tu peux pas dire j'ai piscine. Non, tu y es là, dedans. Voilà, maintenant, il faut y aller. Alors, il y en a qui feront toujours plus que d'autres à certains moments. Il y en a d'autres qui vont plus se poser des questions, qui vont paraître futiles et inutiles, mais qui vont être très importantes aussi. Et tout le monde n'est pas à la même vitesse. Et c'est ça qui est passionnant. Tout compte fait, moi, je fais juste de la psychologie de groupe. Je fais juste le rôle de. Tu sais, quand je faisais du handball, j'ai compris. À 18 ans, j'étais en national. On m'a trop vite mis en national trop tôt. J'étais pas encore prêt, j'étais pas assez étoffé, je me suis fait casser. Ça a duré 2 saisons et ils m'ont broyé les genoux. J'ai plus d'épaule, j'ai plus de coude, j'ai plus de poignet. Enfin bon. Mais je ne savais pas pourquoi j'étais dans le 6 de départ au handball.
Il disait Tribodo demi-centre. Quand tu as 17 balais, le coach te dit c'est toi qui rentre, c'est toi qui es titulaire. On ne se pose pas de questions, on y va, on est trop content. Je ne savais pas à quoi je servais dans l'équipe. Je plantais un but de temps en temps, alors que mes coéquipiers, ceux qui étaient sur la touche, plantaient 3, 4, 5 buts par match et eux, ils ne rentraient pas en premier. Et puis j'ai appris bien longtemps après, des années plus tard, quand j'ai fait le stage de survie, j'ai compris à quoi je servais dans l'équipe. Tout compte fait, je mettais dans l'huile dans les rouages. J'étais le Didier Deschamps de l'équipe de 98 avec Zidane et compagnie, tu vois. C'est-à-dire Didier Deschamps, il faisait toujours chambrer dans l'équipe parce qu'il avait 2 pieds carrés. Il marquait jamais un but, il faisait des passes en bois, mais il faisait toujours la bonne passe, il imprimait toujours le bon rythme. Il faisait une passe de 3 mètres à Zidane et l'autre, il allait flamber, il allait marquer, il allait enflammer les foules, il allait vraiment briller. Mais s'il n'y avait pas eu le petit rythme, la petite intelligence de Deschamps à un moment donné pour orienter le jeu à gauche ou à droite, ou insuffler un moment de calme ou de rapidité, ben, Zidane n'aurait jamais brillé. Et tout compte fait, dans mon équipe, à toute proportion gardée, hein, ben, j'étais un peu le Deschamps de l'équipe. Voilà. Et quand j'étais pas là, ça marchait moins bien. Et on perdait des matchs. Voilà. Mais bon, je suis pas champion du monde quand même. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'ai compris l'utilité que j'avais dans l'équipe. Et c'est ce que j'essaye de faire dans les stages de survie, de mettre les personnes à la bonne place dans le groupe pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour le collectif. Voilà. Et je le fais inconsciemment. C'est mon job. Et je suis payé pour ça. C'est génial. Et en plus, je vais à l'autre bout du monde le faire, ou en Dordogne ou ailleurs. Hein. Tu vois, la semaine prochaine, je vais en Normandie. Ça fait moins rêver que l'Équateur, mais ben, je serais content d'aller voir un nouveau lieu et puis de faire un truc quoi, avec des gens en Normandie. Voilà. Mais c'est de la psychologie de groupe. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est vrai que c'est une qualité. Je te rejoins énormément sur ça parce que moi aussi, j'ai eu la chance d'être capitaine dans mes équipes très jeunes, tu vois. C'est quelque chose que jamais j'aurais cru, en fait. Et c'est des choses où tu apprends à te connaître. Et comme tu le disais tout à l'heure, sur le coup, on ne sait pas qu'on a ça, en fait. Non, non, ouais. Et c'est après, quand tu avances dans ta vie, quand tu chemines, quand tu veux créer quelque chose pour toi, tu te rends compte, en fait, que tu as cette qualité et que, au-delà de cette qualité, moi, c'est quelque chose, tu vois, de rassembler. C'est pour ça, l'année prochaine, je prévois des séminaires aussi dans la France. C'est ce qui fait vibrer, tu vois. Tu sais qu'en fait, c'est réunir ces gens. Il se passe quelque chose d'exceptionnel. Et c'est un peu comme le rôle, comme tu le fais, de chef d'orchestre, quelque part. D'arriver à voir. Ouais, d'arriver à voir. S'il a 2 baguettes, on se demande à quoi il sert, quoi. Et tout compte fait, ouais, c'est avant que le boulot a été fait pour que l'orchestre arrive à bien jouer. Et c'est tout ce travail en amont qui a beaucoup d'importance et qui ne se voit pas tout compte fait à la fin. C'est ça. Et c'est génial. Ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'on se dit à quoi il sert de baguette. Mais en fait, chef d'orchestre, il arrive à voir les autres, leur potentiel. Et toi, tu le sais encore plus dans le monde de la survie. Je suis sûr que très vite, quand tu vois tes stagiaires arriver, au bout de très rapidement, tu détectes, tu sens, tu vois que celui-là, il va être plus comme ça, celle-là, il va être plus comme ça. Et du coup, tu arrives à manager ton groupe. Ouais, alors des fois, je me plante aussi, hein, parce que des fois, on se dit, ah tiens, lui, il a des gros bras, c'est un ancien sportif, ou ah, lui, il va envoyer, je vais lui faire porter des trucs et tout. Et puis, tout compte fait, le mec, au bout de 24 heures, il n'a pas eu ses 5000 calories à bouffer, et il s'éteint tout doucement comme ça. Mais j'ai plein d'anecdotes où c'est l'inverse, c'est-à-dire que j'ai eu des sportifs de haut niveau qui sont venus, tu sais, en avant-saison pour faire de la cohésion. Et je dis bien aux préparateurs physiques, attention, on va pas bouffer des pâtes et du riz. Hein. Enfin, faut faire gaffe. Fin août, là, il n'y a pas encore de châtaignes dans les bois, quoi. Et puis, tout compte fait, les mecs, on se dit, le samedi soir, ils vont vraiment être éteints. Et je me rappelle d'une équipe, c'était l'équipe de judo de Sartrouville. Donc, niveau équipe de France, championnat d'Europe et compagnie. Des gros gaillards, quoi, impressionnants. Et je les vois, mais ils courent partout, ils te construisent. C'était pas un abri, c'était une cathédrale. Je dis, mais vous faites trop grand, vous voyez trop grand, les gars, vous n'y arriverez pas, vous allez vous épuiser. Et puis, non, toujours au taquet, toujours au taquet. Et à 11h30 du soir, bon, et Denis, tu nous fais un grand jeu. Je dis, mais non, mais les gars, vous n'avez rien mangé depuis 24 heures. Là, normalement, en tant que sportif de haut niveau, vous devriez être complètement dans le rouge, quoi. Vous n'avez pas les calories que vous avez l'habitude de manger et tout. Mais il me dit, et donc j'ai fait un grand jeu, et à minuit et demi, il courait encore dans les bois. Hein. Je dis, mais c'est pas possible, où est-ce que vous avez toute cette énergie? Mais il me dit, t'as pas compris, nous, on est judoka. Et depuis l'âge de 12 ans, on fait des régimes pour tirer dans notre catégorie de poids. Donc, ne pas bouffer pendant un week-end, on fait ça, mais tout le temps depuis qu'on a l'âge de 12 ans. Donc, il
Il me dit, moi, tu vois, je suis poids, je sais pas trop quoi, moyen, je dois perdre 15 kilos dans un mois pour tirer dans ma catégorie de prédilection pour avoir les meilleurs résultats. Et puis, ils sont tous passés en revue. Le meilleur, je pense qu'il avait 7 kilos à perdre, c'est tout en un mois. Donc, faire un régime et rien bouffer, c'est du n'importe quoi, hein, ce sport-là d'ailleurs. Hein. J'ai appris là que depuis, enfin, ils se détraquent quand même pas mal. Hein. Mais ne pas manger, ils avaient l'habitude. Et donc, ça n'impactait pas leurs conditions physiques, leur musculature, leur pêche. C'était incroyable. Donc, des fois, on peut se planter aussi. Mais c'est bien aussi, c'est cette incertitude du corps humain qui fait que. Et puis, pour finir avec ça, au début, j'étais là, ah tiens, il y a une petite bout de femme qui arrive là, qui fait 45 kilos. Ah, celle-là n'a pas duré longtemps. Bah, tout comme ça, avec l'expérience, c'est elles qui tiennent longtemps. Maintenant, quand j'en vois une arriver qui fait 40-50 kilos, je dis elle, quand les jeunes la raillent un petit peu, tiens, les nanas, vous n'êtes pas solides, vous portez rien. On va compter les points à la fin du stage et ils vont bien voir que la nana, elle va tenir le coup beaucoup plus que eux. Et ça s'avère vraiment vrai très, très, très souvent. Voilà. Oh, incroyable. Ouais. Incroyable. Les amis, on est avec Denis ce soir, ok, qui a une expérience survie. Ça fait plus de 20 ans qu'il fait ça. Pour ceux qui nous rejoignent, abonnez-vous à son compte. Il organise l'année prochaine aussi des stages partout dans le monde, partout. Donc, n'hésitez pas à maintenant vous abonner, à lui poser des questions si jamais. C'est juste incroyable. Il nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Merci pour tous vos messages, les amis. On peut pas répondre à tous. Merci pour vous, pour les commentaires à Denis. Franchement, mettez-lui des flammes, des pouces, des commentaires. Ce qu'il fait, c'est énorme. Nous, on va venir aussi, on va venir l'année prochaine, on va voir en fonction de ce qu'il y aura. Ça, c'est une évidence. C'est quelque chose qui nous fait vibrer. Ouais, et une expérience, ouais. Ouais, c'est Seb, salut Seb, mon Spartiate, j'espère que tu vas bien. Mais c'est et justement, la question que je vais te poser, c'est quand tu organises maintenant, ça fait 20 ans que tu fais ça, dans quelle optique tu organises ces stages? Est-ce que c'est des stages qui vont être sur mesure en fonction des gens que tu as? Ou est-ce que c'est des stages où tu te dis, ils se démerdent, c'est pour tout le monde pareil et on va. Alors, bon, moi, il y a des stages qui sont prédéfinis avec des dates, des lieux, des temps bien définis. Les gens s'inscrivent, ils ne se connaissent pas, un par un ou en couple ou entre copains, etc. Et on agglomère les 10-12 personnes qui ne se connaissent pas a priori. Et donc, moi, je dois faire avec ça. Ils doivent s'apprendre à se connaître très vite pour remplir les tâches de base, c'est-à-dire faire du feu, un abri, avoir de l'eau, trouver à manger, s'orienter, se signaler au secours, etc. etc. Ça, c'est le stage de base. Vous pourrez aller voir sur mon site internet. Il y en a plus de 100. Ça va du stage grand froid dans le Jura, là, qui vont commencer au mois de janvier, où on fabrique des igloos et on fait du feu sur la neige. On essaie de voir des traces de lynx ou des choses comme ça quand on en voit aussi. Et puis c'est le Jura, donc c'est à 1100 mètres d'altitude, c'est plat, on se croirait un peu au Canada, jusqu'au stage en plein été à Aix-en-Provence. Voilà. Et puis après, il y a des stages d'entreprise, c'est-à-dire que les entreprises nous commandent des team building pour 10, 12, 15, 20, 200. Notre record, c'est 250 personnes à Milan. Et l'entreprise a voulu faire un team building survie à Milan pour 250 personnes dans un parc en plein milieu de Milan. Je me suis dit, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse là-dessus? Donc, on a réussi quand même. On a été dans un parc. Le responsable du parc était super intéressant parce qu'il y avait une biodiversité incroyable dans ce parc qui était une ancienne friche industrielle. Enfin, il y avait toute une histoire. Et donc, on les a morcelés en équipe avec des objectifs. Ils avaient tous un roadbook. Et puis, ils venaient nous voir. Alors, j'avais amené toute mon équipe. Ça nous a fait notre team building à nous aussi. Les 20, on était là-bas. Et puis, ils venaient nous voir sur des lieux bien définis. Et il fallait qu'ils remplissent un défi survie. Pour moi, c'était faire jaillir la flamme avec des morceaux de bois. Pour Christelle, c'était fabriquer un brancard et brancarder un blessé. Pour Rémi, c'était, je ne me rappelle plus, Rémi, ça devait être de l'orientation, etc., etc. Donc, on y arrive toujours, on s'adapte. La survie, c'est s'adapter. Donc, on s'adapte à l'objectif de l'entreprise et où les stagiaires rentrent dans une coquille qu'on a bien déterminée. Et puis après, moi, mon but, c'est ce que je dis toujours quand j'encadre un stage de 10 personnes dans stage grand froid, mettons, je leur dis, moi, mon but, mon objectif, c'est d'être payé à rien foutre. C'est-à-dire que si vous me voyez
au pied d'un arbre et à regarder les gens comme ça, ben c'est que c'est bon. C'est ce qu'ils font. Ils ont trouvé le moyen d'aller là où je veux les amener. Et si je me lève et si je commence à leur montrer un peu trop, si même je leur fais à leur place, c'est qu'ils n'y arrivent pas eux-mêmes ou c'est qu'ils n'ont pas compris. Alors c'est moi qui ai mal expliqué. Ça m'arrive de moins en moins de me lever parce que je suis de plus en plus vieux. Donc voilà, les gens viennent me voir, ils me disent mais toi tu fous rien. Eh ben génial, c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire, c'est que j'ai réussi à les amener là où je veux les amener. Voilà. Et donc quelque part ça dépend des groupes. Il y en a, ils ont besoin d'être pris par la main, ils ont besoin d'être un peu plus dirigés. Puis d'autres, ben il faut plutôt freiner parce que ils vont un peu trop vite, ou ils font pas bien, ou ils se mettent en danger. Bon, le but du jeu, c'est qu'ils apprennent à jamais tomber en situation de survie. Donc voilà, il y a toutes ces notions-là. Et puis, j'essaie de véhiculer des belles valeurs humaines, quoi. Hein. Quand il y a quelqu'un qui est un peu sur la touche, qui ne trouve pas sa place, eh ben, j'attends que les autres viennent le voir, le prennent sous son aile, et puis leur disent, bah, tiens, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Etc., etc. Et comme ça, il va trouver son utilité pour le groupe. Quoi. C'est vraiment bien, là. Tu vois, je reviens en Équateur. J'avais un groupe, ça allait de 25 ans, 24 ans, je crois, à 68 ans. Il y avait 3 filles, dont une de 60 ans, voilà. Et puis après, il y avait donc du petit jeune qui a un poste, on va dire, modeste, à quelqu'un qui est quasiment rentier, tellement qu'il a du fric. Et voilà, tout ça pour dire qu'il y a toute catégorie socio-professionnelle, tout âge, tout sexe. Et plus le stage est composé de personnes qui ne se ressemblent pas, plus il est riche. Yes. Si j'avais 10 Spartiates ou 10 pompiers de Paris ou 10 militaires, ben, je suis persuadé que le stage ne serait pas aussi riche parce que, bon, c'est faux ce que je viens de dire, hein, parce que les Spartiates, il y en a qui sont chamaigres et puis d'autres qui sont beaucoup plus lourds et ils ne sont pas gaulés pour franchir les mêmes obstacles. Voilà. Mais donc, il y a des différences entre les mêmes uniformes ou les mêmes formations. Mais malgré tout, voilà, plus on est différent, plus on est riche collectivement. Exactement. C'est comme sur un terrain de rugby, c'est comme sur voilà, un handball. Ouais. Moi, c'est ça que j'ai toujours aimé, c'est que tu as peut-être des gens qui sont issus de tas, tu as peut-être des gens qui sont blancs, tu as peut-être des gens qui sont noirs, tu as peut-être des gens qui ont une... Mais on s'en fout de ça. Et c'est ça qui fait la force aussi. Ouais. Et ce qui fait la variété et la puissance. Et donc, tu as parlé d'un truc, juste, je voudrais rebondir par rapport à ça. Tu as parlé du danger. Le danger, c'est quelque chose qu'on a tous dans la vie de tous les jours, qu'il soit réel ou ici par rapport à une situation qui va se passer, perdre son emploi, faire faillite une entreprise, ou avoir peut-être un danger physique. Ouais. J'imagine que c'est une partie qui est omniprésente dans les stages aussi. Ah bah, ouais. Qu'est-ce que tu enseignes justement et par rapport comment on fait face au danger quand justement on est dans la nature, donc là on est dans le vrai, parce que j'imagine que des fois il doit y avoir des stages aussi assez poussés, et comment on fait face au danger? Alors, déjà, c'est comprendre qu'est-ce qu'on appelle danger. Est-ce qu'il est vraiment réel ou est-ce qu'il est dans la tête? Bien souvent, il est dans la tête. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Si on a peur de la nature aujourd'hui, c'est qu'on la connaît de moins en moins. Et tout compte fait, quand on relativise, quand on réfléchit un petit peu, on se rend compte que notre vie moderne, notre vie dans la modernité, dans la civilisation, dans nos maisons, dans nos villes, est beaucoup plus dangereuse qu'une vie dans la nature. Je m'explique, je sors de chez moi, là, je regarde pas à droite et à gauche, je traverse, je me fais écraser. La mort, elle est là. Quand on se promène en ville et qu'il y a les voitures qui nous rasent, quand on traverse une rue et même à un feu rouge, alors que le petit bonhomme est vert, il clignote, tout va bien, on regarde même à gauche et à droite des fois qu'il n'y ait pas un vélo qui déboule. La mort, elle est là, à quelques centimètres de nous. On s'en rend même plus compte. Ça fait partie de nos codes, nos habitudes. Et la pièce qui procure le plus de danger dans une maison, c'est la cuisine avec la friteuse, etc. Les incendies et compagnie. Avant de foutre le feu à une forêt, il faut vraiment en faire, quoi. Alors que dans la nature, bon là certes j'étais en Équateur, en Amazonie, donc il y a des tarentules qui te tombent dessus, il y a des anacondas, il y a des bébêtes qui sont vraiment pas terribles, mais avant que tu t'assoies sur un truc et que ça soit un truc qui soit mortel et que il en faut des probabilités pour que tu meurs en atroce souffrance
par une bête qui a eu beaucoup plus peur que toi, parce que c'est toi le danger hein, dans la jungle, c'est pas la bestiole, quoi. Donc tout compte fait, le danger, des fois, on le met pas à la bonne place, et notre vie moderne, prendre la bagnole, etc., est beaucoup plus dangereuse qu'une vie qui est soi-disant dans le monde hostile qui est la nature. Pour moi, la nature n'est pas hostile. Il suffit juste de comprendre ses codes et de faire avec, comme quand on traverse une rue. Donc, il y a des choses à ne pas faire, il y a des choses à faire pour ne pas se mettre en danger. Bon, imaginons quand même, malgré tout, voilà, on est dans une situation où on risque de mourir, parce que là, en stage de survie, soit tu restes vivant, soit tu meurs. Bon, de toute façon, à la fin, c'est la nature qui gagne. Ça, c'est clair. Elle mettra le temps qu'il faut, mais tu vas crever à un moment donné. Voilà. Nous, on est là juste pour prolonger la vie le plus possible. Et notre vie moderne a fait d'énormes progrès parce qu'on arrive à mourir en bonne santé à plus de 80 ans. C'est pas mal. Hein. L'homme de la préhistoire, il pouvait être centenaire comme nous, il avait la même machine que nous, sauf que pour y arriver, eh ben, il fallait passer entre les gouttes des accidents, des fractures, même des boutons qui s'infectaient, il n'y avait pas d'antiseptique, il n'y avait pas tout ça, des conflits. Et puis, ben, il y en avait un sur 100 000 qui arrivait. Alors que maintenant, une fille qui naît actuellement a une chance sur deux d'être centenaire. Donc voilà, tu te retrouves dans la nature avec ce qu'il ne faut pas. Et ben, la nature t'offre encore plein de possibilités pour que tu arrives à tenir le coup un certain temps. Mais ça va durer que quelques semaines, que quelques mois, voire si tu es vraiment un super warrior, ça va durer que quelques années, quoi. À la fin, moi, j'apprends aux gens à tout faire pour tenir, pour revenir dans notre civilisation où il est beaucoup plus facile de survivre. Voilà. Donc voilà en gros. Et il y a deux méthodes. Soit tu es hyper formé, tu es hyper performant, tu as passé ta vie à t'entraîner, un peu comme les pompiers de Paris, un peu comme les militaires dans leur ordre d'idées, un peu comme les musiciens qui répètent à longueur de temps pour que le soir du concert, il y ait 200 000 personnes qui te regardent. Le mec, il est hyper stressé, mais ses doigts, eh ben, il marche tout seul, quoi, tellement qu'il a répété. Tu vois, comme un sportif de haut niveau, le basketteur, le buteur qui est en rugby, qui passe des heures et des heures après l'entraînement à taper, à taper, à taper pour que le soir de la finale du tournoi de destination, bah, sa pénalité de 50 mètres, elle passe les doigts dans le nez parce qu'il l'a fait 10 000 fois. Voilà, c'est la répétition. On automatise les bons réflexes et dans cette situation de stress où tu te dis, là, on va crever, et ben tout compte fait, tu as tellement eu l'habitude de répéter ces gestes, ces mouvements, ces techniques que ça arrive sans que tu aies un neurone de connecté. Quoi. Les synapses, ping, si tu n'en as pas deux de connectés, bah, ça marche. Et puis la deuxième méthode, bah, c'est l'inverse. C'est essayer de connecter le plein de neurones possible parce que tu n'es pas aguerri, tu t'es pas entraîné, et de réfléchir. Et la meilleure solution pour bien réfléchir, quand tu as déterminé que là, ça craignait du boudin, qu'on avait tous crevé dans l'atroce souffrance, comme dirait l'autre, c'est de se calmer et de bien respirer. 2-3 fois, tout le monde se calme, personne ne s'insulte, on ne casse pas du bois sur le leader ou sur le guide qui t'a foutu dans la merde, parce que c'est peut-être lui qui va pouvoir nous faire sortir le groupe de la merde. Voilà, on relativise, on se pose, qu'est-ce qu'on a dans nos poches, qu'est-ce qu'on a encore comme solution, pas pratique, mais on a sûrement une solution, allez hop, et on expose tout ça, on fait un brainstorming, et généralement, on échafaude une stratégie qui fait qu'on sort assez rapidement de la merde. Voilà. Est-ce que tu as un exemple à nous donner? Ben, moi, j'aime bien dire, c'est les bronzés font du ski quand ils se plantent. Tout le monde le connaît, cette session-là, où ils sont dans la neige, là, à un moment donné, il y a une fourche, et puis Popeye dit à l'autre, je ne sais plus, mais la dernière fois que je suis venu, c'était l'été, il n'y avait pas de neige. Et à chaque fois que je viens là, chaque fois, je me plante. Soit c'est à droite, soit c'est à gauche. Et puis là, ça part en couille, mais c'est vraiment super bien décrit. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est la panique qui prend le dessus, et là, tout part en vrille. Mais bon, moi, sur 1000 stages, il y a eu des gens qui ont complètement pété un câble à un moment donné. Mais je peux te citer un exemple. Alors, c'est un épiphénomène. Sur 1020 stages, il m'est arrivé plein de choses, beaucoup plus positives que négatives. Mais bon, à la fin, c'est toujours positif. Mais il y a 2-3 ans de ça, on a été en Namibie survivre 5 nuits dans le désert namibien. C'est l'un des plus beaux déserts du monde. Hein. Les dunes sont oranges. Tu prends n'importe quelle photo sans réfléchir, c'est beau. Voilà, c'est instagrammable. Et il y avait quelqu'un qui était en surpoids. Voilà, et donc je me suis dit, s'il y a un maillon faible physiquement, c'est lui. Il fait plus de 120 kilos. Puis même, il me disait, moi, ça va pas pour monter les dunes, c'est compliqué. Donc, on lui portait son sac, etc. Donc, je m'étais focalisé un peu sur lui. Les autres, confiance. Il y avait des très anciens clients, d'autres des nouveaux, mais ça se passait très bien. Et puis, le dernier jour, il y en a un qui a complètement explosé en vol. Il a eu un malaise. Dans un canyon,
Il faisait presque 50 degrés, enfin à midi, enfin le bon truc, quoi. Donc, moi, je lui ai donné tout ce que j'avais de possible à donner dans ma trousse à pharmacie, du miel, des choses comme ça. On lui a fait boire toute l'eau potable qu'on avait, etc. Il remontait pas. À un moment donné, moi, j'étais hors compétence. Là, au bout d'une heure et demie, il remontait pas la pente. Je dis là, on s'est posé avec la personne avec qui j'étais, avec Max. On a fait le bilan et on s'est dit, bon, là, il faut plus rigoler. Moi, je sais pas ce qu'il a. Je suis pas médecin. Donc maintenant, il faut l'extraire. Donc, on met en place la procédure d'urgence qu'on a toujours checké avant, bien sûr, hein, comment extraire les personnes du moins possible. Bien sûr, c'était le pire des endroits, là où les talkies ne passaient pas pour le camion d'assistance. Enfin, la loi de l'emmerdement maximum. Donc, on s'est dit, il faut sortir de ce putain de canyon. On sait qu'il y avait une sortie au loin, c'était notre sortie normale qui était prévue. Sauf que, ben, avant ça, on ne savait pas. On a envoyé 2 éclaireurs. Les éclaireurs n'ont rien trouvé. Et puis nous, en attendant, on a fait le brancard, on a commencé à le brancarder. Et je disais, ce genre de brancard-là d'urgence, on brancarde quelqu'un sur 1 kilomètre maxi, quoi, parce que ça tire sur le dos, ça fait mal, etc. Bon, ben là, à un moment donné, je dis là, il faut envoyer du bois, là, les gars, ça va plus. Il était 5 heures de l'après-midi. Il faut qu'on le sorte. Et le seul endroit qu'on a trouvé, c'est un canyon, mais enfin, un passage super abrupt. Donc, en brancard, pour brancarder un type là-dedans, je ne vous dis pas. Et en plus, il y avait un zèbre crevé parce qu'il y avait une hyène qui n'était pas loin. Et le zèbre, ça a pué, quoi. Et il fallait enjamber le zèbre. C'est a été la seule solution. Donc, on l'a enjambé et tout. Il y avait une stagiaire, Juju, qui avait porté tous les sacs de tout le monde. Alors, la nana était devenue un gros sac humain, quoi. Voilà, a porté 5-6 sacs de tout le monde. La personne en surpoids avait porté toute l'eau potable qui nous restait et il n'a pas bronché, il est sorti du canyon comme ça. Puis arrivé en haut, ben là, on a été dans un labyrinthe, mais à l'envers. C'est comme si tu étais sur les murs du labyrinthe. C'est-à-dire que le canyon avait plein d'autres voies possibles, mais nous, on était sur les murs du labyrinthe. Je ne sais pas si j'arrive à bien m'exprimer, ce qui fait que tu arrivais dans des cul-de-sac, quoi. Donc, il fallait qu'on trouve la voie. Et là, je me suis dit, bah, écoutez, d'après mon expérience, là, il y a des chemins tracés par les zèbres. Il faut suivre le chemin des animaux. Eux, ils ne vont jamais dans un cul-de-sac. Donc, on va suivre le chemin des zèbres et puis ça va nous mener à la porte de sortie, quoi. Et effectivement, ça nous a amené à cette porte de sortie, toujours avec le brancard, les sacs à dos, l'eau potable. Et puis là, on est arrivé sur une vaste étendue, mais immense, plate. Le plus gros caillou, il devait être gros comme ça, quoi. C'était plat. Pas un nuage, le soleil de plomb qui commençait à se coucher. Et j'ai dit maintenant, on va plein ouest. Et en attendant, je vous passe les détails. Il y en avait un qui avait réussi à sortir du canyon et à aller rejoindre le camion d'assistance qui, lui, nous rejoignait. Donc, nous, on marchait comme ça, plein ouest. Et à un moment donné, au loin, on a vu de la fumée comme ça arriver, très très loin. Vous êtes dans le désert là. J'ai dit, c'est le camion là-bas. On ne le voyait pas, on voyait que sa fumée. Je me suis dit, pourvu qu'il nous voit. Et il s'est arrêté. Et à un moment donné, j'ai vu un mec sur le capot, mais il était à 10 bornes, avec des jumelles. Et je dis, mais pourquoi il ne vient pas, ce couillon-là? Il ne vient pas à notre rencontre, c'est qu'il ne pouvait pas rouler, c'était trop meuble là où on était. Le camion se serait enlisé. Donc on a été dans sa direction et on est arrivé à 8 heures au camion. Nuit tombante. Et on a fait plus de 8,5 km en brancard. Après, on a mesuré la distance. Donc, tout compte fait, moi qui disais qu'on pouvait brancarder avec ce genre de brancard de fortune sur 1,2 km, bah, tout compte fait, on l'a fait plus de 8 km et on a fini en courant. Quand on est arrivé au camion, on a mis Franck dans le camion. Il était toujours très stable. Et puis là, on a tracé, on a téléphoné à l'hôpital. Et tout compte fait, c'était un coup de grosse fatigue. Il est resté 24 heures à l'hôpital. Ils lui ont mis du sucre, la tension est remontée. Après, il a fait la fête avec nous. Il nous a rejoints au resto, etc. Mais donc, ce n'était pas grave en soi, mais il était en une période trouble de sa vie, divorce difficile, etc. Et puis surtout, il ne s'est pas plaint. Il n'a rien dit. Il n'a pas exprimé. Il ne s'est pas exprimé et nous, on n'a pas vu. On n'a pas vu les signes avant-coureurs. Donc maintenant, moi, ça m'a servi beaucoup. À chaque fois que je fais un stage où je sais qu'on va marcher, où les conditions sont un peu dures, je leur dis, surtout, dites-le si ça ne va pas. Parce qu'on va réagir comme il faut au moment donné. On va vous porter votre sac, on va vous aider, on va s'arrêter, on va se requinquer, on va faire en fonction. Parce que quelqu'un qui pète un câble, il met tout le monde en danger. Et on a été obligé d'arrêter le stage. Si vous le dites avant, eh ben, on pourra prévoir pour vous amener au bout dans les meilleures circonstances et vous allez aider le groupe à vous plaindre que ça va trop vite ou c'est trop lourd, ou etc., etc. Voilà. Et puis, la grande leçon, c'est que j'ai compris que quand vraiment tu es dans une situation
hyper tendu où là, ça rigole plus, ben, tu décuples tes forces et puis les 1,2 km maximum du brancard, ben, ils ont été balayés parce que l'adrénaline était là, quoi. Donc après, on a tous pleuré, on s'est tous félicités et on s'est fait des potes à jamais. Voilà, et ils reviennent. Ceux qui ont été en Équateur, il y en avait 6 de la Namibie qui sont revenus parce qu'ils ont vécu quelque chose de tellement fort Ouais. que maintenant, c'est des copains pour la vie. Ils se disent bonjour sur Insta tous les matins. Ils ont monté un petit groupe WhatsApp. Voilà, bah, c'est Ouais, incroyable. excellent. Donc voilà, Ouais, donc incroyable. j'apprends tout le temps. C'est ça qui est bien. Ouais, super, tu m'étonnes. Y a rien de mieux, hein. C'est comme là, c'est encore plus, mais c'est vrai, j'ai envie de dire, quand t'es sur le terrain de rugby, tu apprends de toi, tu apprends des autres, de comment ils vont réagir, comment ils vont se comporter. Mais là, je pense, dans la nature, comme tu as dit, il n'y a pas de, tu sais, quelque part, ça s'arrête pas. C'est-à-dire que tu pars d'un point, tu dois aller à un autre, et t'apprends des uns, t'apprends des autres, et c'est vraiment incroyable. Tiens, il y Et a tu vois, Mathieu là, qui a participé à cette aventure. Là, tu vois, qui est là, je c'est vois. magnifique. Et, et tu as dit un truc super important, c'est, Ah, il y a moi, Nico pareil, aussi. Ouais, ouais, ils sont tous là, hein, les mecs, les Warriors. Désolé, les gars, je ne vous vois pas. J'ai pas... Parce que ouais, je fais le beau sans mes lunettes, mais il faut mes lunettes pour voir les petits trucs d'Insta là. salut à tous les amis, ceux qui sont par là. Et, c'est vrai que c'est dans les moments difficiles que, qu'on se soude. Ouais. Pour moi, les amis que j'ai encore du rugby, j'ai joué 15 ans, j'ai rencontré des milliers de personnes, mais c'est des gens, tu sais, où il y a eu des choses très difficiles et qu'ils ont été là. C'est-à-dire au début, moi j'aime bien prendre ça, tu vois, au rugby, tu te dis, ouais, c'est des gars, ils font du rugby, etc., ils sont tous pareils. Pas du tout. C'est vraiment, ok, est-ce que tu es prêt à mourir vraiment? Moi, je suis prêt à mourir pour toi. Et là, quand ça pue, est-ce que tu es là? Et c'est un peu pareil dans les Ouais. situations difficiles de vie où là, comme tu fais, c'est aussi incroyable. Alors Donc, c'est sûr, le rugby s'appuie sur ces valeurs-là humaines. Et il est connu pour ça, ce sport-là. Ben, le handball, c'est pareil. Moi, j'étais demi-centre, je suis 1,83 m, je faisais 70 kilos, vraiment pas lourd pour un arrière, déjà à l'époque. Mais mes arrières latéraux, là, je les appelais les locomotives parce qu'ils faisaient plus de 120 kilos. Et puis, ben, ils n'allaient pas vite. À mon époque, ils n'allaient pas vite, les gros. Donc, ça allait. Mais les ailiers étaient beaucoup plus légers. Le gardien, c'était plus fantasque et un peu bouffon. Il fallait être fou pour être gardien de hand à l'époque, encore plus maintenant, mais respect total. Donc, et le pivot, c'était un tout petit à l'époque. On mettait les plus petits, les plus filous. Bon, le sport a bien changé, comme au rugby. Hein, ils ont pris tous en moyenne 15 kilos de muscle. Et puis maintenant, les gros devant, ils avancent dur. Voilà, mais le demi de mêlée, il est capable aussi d'aller au bouillon, alors qu'à mon époque, le demi de mêlée, c'est vraiment le plus gringalet. Quand il se mangeait la patrouille sur le dos, il n'y avait plus personne. Mais bon, dans la vie, c'est pareil, dans la famille, c'est pareil. Moi, je suis père de famille, voilà, il y a des plus jeunes dans ma famille. Mon fils m'apprend des choses. Alors qu'il a beaucoup moins d'expérience que moi, il connaît plein de choses que moi je ne connais pas. Ma femme voit le monde autrement, c'est une femme, donc elle est capable de poser les bonnes questions, de voir un peu plus loin. Mes parents, bah, ils sont plus vieux, donc ils ont d'expérience. Enfin, il faut tout pour faire un monde, il faut tout pour faire une entreprise, il faut tout pour faire un collectif qui soit bien soudé et que chaque individu soit prêt à mourir pour le groupe. Ouais. Mais enfin, quand on est mort, on n'est plus trop utile, trop utile. ouais. Donc, vaut mieux rester vivant et aider le groupe. Hein. Voilà. Voilà. Mais c'est incroyable ce que tu partages. Merci beaucoup, Denis. Merci à vous, les amis. J'espère que vous kiffez ce direct. On le laissera en replay pour ceux qui sont pas là. Petite dernière question. Après, je vais te laisser peinard aussi, même si je parlerai bien toute la nuit. C'est passionnant. Mais juste une petite question, parce que ça s'adresse à des gens qui ont peut-être une vision, qui ont un rêve, un projet, et peut-être que tu l'as remarqué ou que tu l'as ressenti dans ta vie ou pas, mais tu le sais certainement quand tu as un peu une vision qui sort de la normale, un projet qui sort de la normale, bah, souvent on va te prendre pour un fou. Et quand tu te lances, quand tu te lances avec ta famille, ta femme, tes enfants, c'est vrai que c'est hyper important que Ouais. tu sois dans cette vision-là. Et Mais je vais toi, te dire, ouais, ouais, vas-y. pardon, je te coupe, mais je pense avoir compris la question. Moi, enfin bon, si tu le fais pas, si tu le tentes pas, c'est à 70 balais, tu vas dire putain, si j'avais su, peut-être que ça aurait marché, quoi. Moi, ma philosophie, c'est de avoir le moins de regrets possible quand tu seras vieux. C'est pas quand tu seras proche de la fin.
que tu vas tenter des choses. Donc, si tu les as pas tentés, si tu t'es pas gamellé avant, tu sauras pas. Puis tout compte fait, enfin, c'est la grande phrase. Maintenant, tout le monde le sait, tout le monde commence à l'avoir dans la tête, mais il n'y a jamais d'échec, il n'y a que des expériences, quoi. Et fatalement, il faut tenter. Il n'y a que celui qui réussit, c'est celui qui a tenté. Si tu tentes pas, voilà. Donc, je te dis pas, quand nous, avec ma femme, quand on a dit à mes beaux-parents, mes parents, ils ont toujours balayé la réponse ou ils ont toujours gommé leurs émotions, ils ont toujours dit, de toute façon, toi, Denis, tu t'en sortiras toujours. Chaque fois que tu fais un truc, tu t'en sors toujours. C'est faux, hein, je me suis gamellé comme les autres. Hein. J'ai eu des mauvaises options sur les terrains qui m'ont fait perdre des matchs aussi, comme les autres. J'ai fait des mauvais choix comme les autres. Mais j'ai eu ma part d'échecs. Mais au moins, je peux dire que j'ai eu des échecs parce que je les ai tentés, quoi. Et puis j'ai eu des réussites parce que je les ai tentés. Donc, il faut tenter. Et puis, qu'est-ce qu'on risque? Il faut toujours relativiser. Moi, si je me plante, qu'est-ce que je risque? Voilà. Et avec ma femme, qui était un peu plus anxieuse que moi, un jour, elle me disait, elle avait peur de sauter dans le vide. Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire dans la vie? Alors, on réfléchit bien. Et ben, c'était d'aller vivre chichement dans le Périgord noir, faire un petit jardin et essayer de retrouver du taf là en milieu rural, mais au moins être un peu coupé du monde, avoir 3 chèvres et puis voir 3 poules et avoir des œufs et bouffer de la salade. Voilà. Et ben, ce qui nous aurait arrivé de pire, c'est ce que n'importe quel Anglais rêve. C'est-à-dire avoir une maison dans le Périgord noir et avoir 3 poules et 2 lapins. Donc, tu vois, quand on relativise, on se dit, ben, on ne sera jamais à la rue, on a nos parents qui nous aiment, qui vont nous aider certainement, etc. Donc, voilà, ce qui peut nous arriver de pire, c'est le meilleur chez certains. Donc, qu'est-ce qu'on risque, quoi? On risque de... notre ego va en prendre un coup, les gens vont se moquer de nous et après, on s'en fout des autres. Donc, tentez. Voilà. C'est ceux qui ne tentent pas, qui n'ont pas. Voilà. Et en France, on n'a pas cette culture-là. Ça commence, hein. Ça commence à arriver, mais voilà. Celui qui ne frotte pas 2 morceaux de bois n'aura jamais de feu s'il n'a pas de briquet. Exactement. Et ça ce que tu me dis, ça résume bien ce que tu as partagé tout à l'heure. Comment avec peu, moi c'est aussi une philosophie que j'ai adaptée, que j'utilise chaque jour, c'est comment avec peu je peux faire, comment avec peu peux faire plus, je peux amener plus. Ouais. Et c'est bien ce que tu partages dans ta philosophie aussi de stage de survie. Et ta famille, du coup, comment bon, aujourd'hui, t'as cheminé, t'as bien avancé, tu t'es bien développé, mais comment ta famille, tes enfants, etc., comment ils te voient par rapport à ton style de vie, etc. Moi, je suis l'Indiana Jones de la famille. Hein. Je suis l'aventurier, je suis le Malicorne. Moi, je rigole parce que je ne pense pas avoir une âme d'aventurier. Je ne fais pas des premières, je ne fais pas des exploits. Je suis juste curieux et j'adore aller rencontrer des gens à l'autre bout de la terre ou là, à côté de chez moi, pour voir ce qu'ils savent, ce que je ne sache pas et apprendre d'eux. Et après, de le faire partager avec mes stagiaires. Voilà. Mais après, pas plus tard que le week-end dernier, on a fêté l'anniversaire de ma mère et elle me disait, alors raconte-nous en Équateur. Alors je lui disais que j'ai vu des migales, que voilà, on a été dans une forêt où il y avait plein de bestioles, etc. Oh là là, mais t'es fou. Bah non. Enfin, moi, je vois pas le danger là où les gens croient. Mais après, oui, c'est super jouissif hein, d'allumer la petite lumière dans les gens dans les yeux des gens que tu rencontres. Mais il n'y a rien d'extraordinaire. Donc voilà, ils me voient comme un aventurier, c'est plutôt gratifiant. Moi, je me rappelle mon gamin quand il était jeune à l'école primaire. Il fallait qu'il remplisse des fiches en début d'année, métier de la mère, métier du père. On a tous fait ça. Et donc, il a mis métier du père aventurier. Bien sûr, l'instit, ça me prend à part, monsieur de Tribaudot, j'ai quelque chose à vous demander parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, voilà, il me sort le truc. Mon fils avait mis aventurier comme métier. Ben, je lui ai dit, écoutez, s'il me voit comme un aventurier, ben, moi, ça me va bien. Enfin, voilà, ton père est un aventurier, ça le fait quoi. Voilà, dans les yeux de ton fils. Bon, ben, je lui ai expliqué le métier. Elle l'a pas compris parce que c'était il y a très longtemps. Mais c'est pas grave. Voilà, si je passe pour un aventurier, mais j'ai pas le chapeau d'Indiana Jones, mais voilà, c'est plutôt valorisant dans notre société. Mais je suis pas un fou quoi. Je suis pas plus téméraire que les autres. Si moi je le fais, tout le monde peut le faire. Voilà. En gros, c'est ça. Et si je suis capable d'amener des gens à l'autre bout de la terre et leur faire montrer des trucs, c'est que je prends le temps de le faire.
les côtés négatifs, les côtés financiers, le côté mauvais côté des choses est inférieur au plaisir que j'en récolte. Voilà. Hein, dans Mm. chaque métier, il y a le bon côté et le mauvais côté. Ben, les inconvénients sont moins gros que les avantages. Mm. Donc, tant que j'y trouve du plaisir et puis que je peux gagner ma vie avec ça, ben, je le fais. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup, hein. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Ouais. C'était magnifique. J'avais une petite dernière chose à te demander. Je l'ai Autrement, je peux te perdu. raconter plein d'histoires. Hein. Non, Ils mais, les stagiaires m'appellent hey, Père Castor, raconte-nous une histoire. Alors, voilà. comme je te disais, j'organise des séminaires en France l'année prochaine, justement, et je vais faire intervenir des gens avec une histoire inspirante. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, ça sera un grand plaisir de t'inviter si tu es disponible. En tout cas, Oui, oui, ton oui. parcours est vraiment magnifique. Et dernière chose, si tu avais, si tu as un rêve, est-ce que tu as un rêve aujourd'hui que tu te dis c'est un truc un peu fou que est-ce qu'il reste quelque chose que tu as envie de relever personnellement ou avec ton équipe, quelque chose tu dis ça j'ai envie de le faire. Alors là, je vais te dire, j'en sais rien du tout. Enfin, si, je dois avoir un rêve, mais quoi? J'en ai plusieurs. Le seul problème, ouais, non, mais il y a des trucs, il y a de la wishlist, tu sais, qu'on fait tous. J'ai des choses à voir avant de mourir, quoi. Hmm. Des choses, des lieux. Mais ouais, bah, mon rêve, c'est euh, d'être riche, mais pas forcément riche au niveau brousouf, quoi. Il y a plein d'autres richesses que l'argent. Alors, l'argent contribue à être heureux, hein. Mais ouais, c'est d'être heureux. L'objectif de chaque être humain, c'est d'être heureux tout compte fait à la fin. Avec des poches pleines de billets ou des poches vides. Mais peu importe, l'important, c'est le bonheur qui compte. On cherche tous ça. Donc, Hmm. je pense que c'est impossible à atteindre parce qu'il y a toujours quelque chose, un grain de sable qui fait que tu n'es pas heureux à 100%. Mais on peut tendre à quoi. Donc, si j'ai un rêve, c'est d'être heureux, mais je suis pas loin, hein, je suis pas loin du truc, hein. Hmm. Je gagne assez d'argent pour pour pas, enfin ouais, pour pas être stressé de ce côté-là. Je suis pas milliardaire, hein, loin de là, hein, mais je pense gagner assez d'argent. J'ai pas de grosses envies, j'ai pas de grosses voitures, j'ai pas, enfin voilà, j'ai pas un grand écran de télévision, j'ai Hmm. pas tout ça, j'ai pas, toi mon seul bijou que j'ai, c'est ça, là, c'est un morceau de cuir que j'ai ramené d'Équateur, voilà, 2 $. Voilà, j'ai une sarbacane aussi que j'ai acheté à un Warani là-bas. Euh, donc j'ai pas de grosses envies, mais après, voilà, je suis assez serein de ce côté-là. Mais donc matériellement ça va, voilà, je me plains pas. Donc je peux prendre le temps de faire les choses comme Hmm. j'aime et ça s'attend au bonheur. Voilà. Ouais, C'est, excellent. mais Et, et si oui, tu je avais un cherche. stage de, si tu avais un stage de ouf que tu aimerais vivre, parce que bon, déjà, tu en as fait un dernier, la stage de ouf, où que tu Ouais. nous as partagé, où les gens, ils t'ont payé, en gros, c'était surprise, ils savaient pas ce qu'ils allaient manger. Est-ce que est-ce que t'as un truc comme ça, une idée que t'es fou, je sais pas, les embarquer sur un mois, va faire le tour du monde, je sais rien, un Ouais, truc comme ouais, si, si, oui, oui, on a. euh, alors, j'ai jamais envoyé mes stagiaires en Australie parce que c'est vraiment trop loin, il faut vraiment trop de temps. Donc, si c'est sur un mois, ça serait possible et aller apprendre des aborigènes. Et en plus, j'ai tous les contacts, j'ai tout ça, hein. Mon bras droit, il a vécu 2 ans en Australie. ça. C'est une dinguerie, quoi. Ah ouais, c'est fou. Ah ouais, 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 tu vois. Et puis aussi comprendre par quel chemin ce peuple est passé depuis que les colons britanniques ont atterri, enfin, ont posé le pied en Australie, etc. Enfin bon, voilà. Mais il y a tellement de choses à apprendre d'eux. Ça Hmm. commence à s'arranger pour eux, mais enfin bon, ils les ont bien mis sous cloche et complètement détruits, quoi. Mais il y a encore un savoir ancestral. Euh, Si, moi, je voudrais aussi amener mes stagiaires. On fait des mini-stages, enfin des stages d'une semaine, où on les amène en Tanzanie, vivre avec une tribu, une communauté. Ils sont plus que 1000, donc c'est maintenant qu'il faut aller les voir. Ils s'appellent les Hadzabe.
et ils vivent encore par petits groupes de 10-15 personnes de chasse et de cueillette. Ils sont nomades. Et chasse, c'est tir à l'arc, hein, c'est chasse à l'arc. Moi, je pensais être bon au tir à l'arc. Je suis une bille. À côté d'eux, je suis un petit zizi. Incroyable. Ouais, mais là, tu vois, c'est dur en ce moment. Je m'interdis d'y aller parce que c'est moins facile et puis j'ai pas envie de les contaminer. Mais c'est d'y aller beaucoup plus longtemps avec eux, nomadiser vraiment avec eux. Quand tu vas une petite semaine, tu n'as pas forcément le temps, mais tu vas à la chasse tous les matins avec eux. Mais après, c'est pareil en Namibie, il y a les San, il y a les Imba. Bon, c'est rencontrer ces peuples qui sont en sursis et qui fatalement vont aller rentrer les deux pieds en même temps très très vite dans la modernité. C'est ce qui va soit les perdre, soit les faire connaître. Mais la plupart du temps, à part quelques communautés que je connais qui ont compris ce que la modernité pouvait leur apporter et qui ont compris les dangers de la modernité, les Quechua, là en Équateur, ils ont bien compris ce qu'ils pouvaient tirer de notre modernité, du progrès, d'Internet et compagnie. Et ils ont bien compris que leur forêt était fragile et puis qu'elle avait une autre richesse que le pétrole qui est en dessous. C'est la richesse de la biodiversité, etc. Donc, ils amènent des gens comme moi avec des clients pour gagner leur vie, mais pour montrer la richesse de la biodiversité au lieu de tout couper et tout raser pour extraire le pétrole. Donc voilà, c'est de voir, de faire connaître les dernières années de ces peuples ancestraux premiers au monde, quoi, pour qu'on se rende compte de la richesse de notre savoir. Et j'ai regardé un film, puis après on finira là-dessus, parce que je sens que c'est moi qui parle et que je commence à épuiser certains. J'ai regardé Lucie hier soir à la télé, je ne l'avais jamais vu. Je ne sais pas si tu as vu ce film de Luc Besson, là, et où dans le film, ils disent qu'on n'utilise que 10% de ses capacités cérébrales. Et dans ce film-là, il y a une fille qui arrive à utiliser 100% de ses capacités cérébrales et elle devient Dieu tout compte fait. Elle devient immatérielle, elle est partout et nulle part en même temps. Enfin, voilà. Si j'ai un rêve, c'est qu'on puisse utiliser 15% de ses capacités. Ça serait déjà top. Et on se rendrait compte que l'intelligence, c'est pas forcément l'intelligence du fric ou d'autres choses, mais c'est l'amour. Oh là là, amen. Excellent. Vrai, plus on aime son prochain et plus on arrivera à vivre ensemble. Magnifique, Denis. Merci déjà infiniment pour tout ce que tu nous as partagé. Tu as beaucoup parlé, mais c'était super inspirant, super intéressant. Donc, les amis, j'espère que vous avez kiffé. Mettez des cœurs, des pouces pour Denis. Vous pouvez partager aussi, on laissera ce direct. Vous pouvez le partager sur Instagram. Moi, je le repartagerai sur notre plateforme. En tout cas, c'était une magnifique rencontre. Vraiment un grand plaisir, Denis. Dernière petite chose, si tu as une seule phrase que tu peux laisser graver dans ce monde, c'est-à-dire que si tu pars, ok, la seule chose que tu peux laisser dans ce monde gravé, c'est une phrase. Qu'est-ce que tu aimerais laisser graver comme message? J'ai tout tenté, j'ai rien regretté. Voilà. Puis alors après, aimez-vous les uns les autres, je sais pas, faire un truc comme ça. Excellent. Ouais. Mais tu en as beaucoup parlé de ça d'ailleurs, de tout tenter. Tu sais, le dernier stage en Équateur, c'était tellement émouvant. Il y a vraiment eu une osmose entre les gens. Je les connaissais quasiment tous. Ils étaient déjà venus en stage avec moi. J'ai pleuré 5 fois le dernier jour. J'ai pleuré 5 fois, ouais. Parce qu'ils m'ont tellement transmis d'amour et de reconnaissance. Et voilà, il y a eu 5 fois, et même de rage. Hein. Enfin, Justine se reconnaîtra. Elle m'en a voulu à un moment donné, etc. Mais c'était tellement beau, tellement fort humainement que les larmes me sont montées 5 fois dans la même journée. Wow. Incroyable. Donc, tu vois, même un aventurier, aussi fort soit-il en survie, il peut pleurer. Et c'est bon de pleurer. C'est exactement ça. C'est ça être spartiate aussi. C'est la force, elle n'est pas que physique. La force, elle est intérieure. Ouais. Intérieure. Et l'énergie la plus puissante, c'est l'énergie de l'amour. Ça va être capable de tout construire, de tout créer, de tout réparer. Et vraiment, merci à vous les amis d'avoir été là avec nous en direct. Mettez des cœurs pour Denis. Donc, auteur, il organise des stages partout à travers le monde, en France aussi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à son compte. Allez voir son site internet, tout ce qu'il propose. En tout cas, pour ma part, très prochainement,
on viendra faire ça. Ça, c'est une évidence. J'ai hâte. C'est quelque chose que je voulais faire. Ouais, dis-moi. Oui, pardon, une dernière chose, ça me revient sur Insta. J'ai lancé un petit teaser il y a quelques semaines pour faire gagner un stage de survie à l'étranger. Et les retours ont été que les gens veulent gagner un stage de survie à l'étranger sans savoir où ils vont. Ça ne va pas être un terrain incognita, mais après, on va faire gagner un stage, une place sur un stage à l'étranger pour l'an prochain. Donc, ça arrive bientôt. Mais ça va se déclencher, ça s'est déclenché parce on est arrivé au 1000e stage, donc il fallait marquer le coup. Et puis aussi, ça va se déclencher si j'ai beaucoup d'abonnés. Donc, il faut absolument s'abonner à mon compte pour que j'arrive très vite à 10 000, quoi. Voilà. Excellent. Ben, écoute, Denis, pour ma part, on va laisser ici, on va repartager, partager sur YouTube aussi. Je vais relaguer, on va partager sur tous les réseaux et ça va envoyer aussi du lourd. En tout cas, merci à toi et pour tout ce que tu fais, pour tous les retours que tu as, c'est 1000 fois mérité. Faire vivre des expériences comme ça aux êtres humains, c'est extraordinaire pour se connaître. Il n'y a rien de plus beau. Et merci à toi, vraiment. Écoute, on reste en contact. Je suis sûr qu'on se reverra à travers les stages. En tout cas, ça sera un grand plaisir. Merci à vous, les amis. Passez une belle soirée. Denis, merci à toi. Profite de ta famille, de profiter. Et belle soirée. À très vite. Merci. À très vite. Salut.